alpha sur 1 plus alpha k, sinus de pi sur alpha plus k pi. Bon, ici, j'ai utilisé pi sur pi fois 1 plus alpha k sur alpha. C'est pi sur alpha, bien sûr, plus k pi. Plus alpha sur 1 moins alpha k, sinus de pi sur alpha moins k pi. Et on sait, bon, on va continuer les calculs. C'est 1 demi alpha plus 1 plus alpha k. Et si j'ai développé, donc sinus de pi sur alpha plus k pi, moi je ne retiens pas les formules. Bon, sinus pi alpha cosinus k pi plus cosinus pi sur alpha sinus k pi. Et c'est la même chose. C'est alpha sur 1 moins alpha k, sinus de pi sur alpha, cosinus de moins k pi, plus cosinus de pi sur alpha, sinus de moins k pi. Bon, je sais que le sinus de k pi égale à 0, quel que soit k. Et bien sûr, le cosinus de k pi, c'est moins 1 à la puissance k. Donc, qu'est-ce qu'elle va rester sur cette somme? C'est alpha sur 1 plus alpha k sinus pi sur alpha moins 1 puissance k, plus alpha sur 1 moins alpha k sinus de pi sur alpha moins 1 puissance k. Tout ça fois 1 demi, bien sûr. Et donc, je vais factoriser par moins 1 puissance k sinus pi sur alpha. Et j'aurai fois 1 demi. Et je vais faire la somme de alpha sur 1 plus alpha k plus alpha sur 1 moins alpha k. Donc, on aura moins 1 à la puissance k sinus pi sur alpha sur 2. Et cette somme-là, donc c'est alpha fois 1 moins alpha k, donc c'est alpha carré moins. Donc c'est alpha moins alpha carré k plus alpha carré k sur 1 moins alpha carré k au carré. Donc les alpha carré k moins alpha carré k vont se simplifier. Il va rester 2 alpha. 2 alpha sur 2, donc c'est alpha, et moins 1 à la puissance k sinus pi sur alpha. Tout ça divisé par 1 sur 1 moins alpha carré k carré. Donc, pour pouvoir diviser par alpha carré k carré moins 1, il faut multiplier aussi ici par moins 1. Donc j'ai multiplié ici par moins 1 pour avoir moins 1 à la puissance k moins 1 fois alpha sinus pi sur alpha divisé par alpha carré k carré, alpha carré k carré moins 1. Donc, c'est ça le résultat qui a été demandé dans cette question numéro 4. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la question numéro 5. Donc la question numéro 5, elle nous demande de calculer pour tout x appartenant à l'intervalle, c'est la question 5, voilà, pour tout n appartenant à n étoile et pour tout x appartenant à 0 pi, que 1 plus 2 fois la somme de k allant de 1 à n cosinus kx égale à sinus 2n plus 1 fois x sur 2 sinus x sur 2. Ça aussi, c'est un calcul classique que vous connaissez faire. Donc, mais de toute façon, on va le faire, comme ça, pour se rappeler. Donc c'est la question 5. Donc, on va montrer cette relation-là. Donc, l'idée, c'est de poser que cosinus kx, ce n'est autre que la partie réelle de exponentielle ikx. Et bien sûr, la somme de k allant de 1 à n cosinus kx, c'est la somme de k allant de 1 à n de la partie réelle de exponentielle ikx. Et bien sûr, c'est la partie réelle de la somme de k allant de 1 à n exponentielle ikx. Et bien sûr, c'est la partie réelle de exponentielle ix fois 1 plus jusqu'à exponentielle in moins 1. Et ça, ce n'est autre que la partie réelle de exponentielle x fois 1 moins exponentielle inx sur 1 moins exponentielle ix. Donc ça, je rappelle, c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison exponentielle ix. Et bien sûr, on va multiplier tout ça. Donc ça, c'est la partie réelle. Donc on a fait le calcul. Donc on va calculer maintenant ce produit ici à l'intérieur de cette partie réelle et prendre sa partie réelle. Donc, on va essayer de factoriser, bien sûr. Donc, exponentielle ix fois 1 moins exponentielle inx. Donc, ici, on fait la formule de l'angle moitié. Donc, on a factorisé par exponentielle inx sur 2. Et en bas, on va factoriser aussi la même chose par exponentielle ix sur 2. Donc, on ne va pas s'attarder dans tout ça dans ces calculs. Donc, tout calcul fait ici. Qu'est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé, ça est égal, bien sûr,
à exponentielle I fois 1 plus nx sur 2 sinus nx sur 2, nx sur 2, divisé par sinus x sur 2. Ça, c'est la somme de cosinus kx. Mais nous, on veut 1 plus 2 fois la somme de cosinus kx, k allant de 1 à n. Donc, on va remplacer, puisqu'on a trouvé ici la partie réelle de ça, c'est-à-dire on a trouvé la somme de cosinus kx. Donc, il suffit de multiplier par 2 tout ça et d'ajouter 1. Donc, 1 plus 2, la somme de cosinus kx, c'est 1 plus 2 fois cosinus 1 plus nx, n1 plus n, x sur 2 sinus n x sur 2 divisé par sinus x sur 2. Donc, on fait la somme, bien sûr. Donc, on réduit au même dénominateur, etc. Et on calcule. Donc, ça fait sinus x sur 2 plus 2 cosinus 1 plus n sur 2 x sinus n x sur 2 divisé par sinus x sur 2. Or, 2 cosinus b sinus a, donc ça, c'est de la trigonométrie encore une fois. C'est sinus a plus b sinus a moins b. Donc, voilà. Donc, 2 cosinus 1 plus n fois x sur 2 sinus nx sur 2, ce n'est autre que sinus de nx sur 2 plus n plus 1x sur 2 plus sinus nx sur 2 moins n plus 1x sur 2. Donc, tout ça est égal, bien sûr, à sinus, voilà, sinus 2n plus 1x sur 2 plus sinus moins x sur 2. Est égal à sinus 2n plus 1 fois x sur 2 moins sinus x sur 2. Et nous, on veut, donc si on ajoute sinus x sur 2 à cette somme, sinus x sur 2 plus 2 cosinus 1 plus n x sur 2 sinus n x sur 2, il va rester sinus 2n plus 1 fois x sur 2. Donc, on aura 1 plus 2, la somme cosinus de kx, k allant de 1 à n est égal à sinus 2n plus 1 fois x sur 2 sinus x sur 2. Et ça, bien sûr, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 pi ouvert en 0. Parce que si x égale à 0, on n'a pas le droit de diviser par sinus x sur 2. Voilà. Donc maintenant, on va voir la sixième question. La sixième question, c'est, ils disent de montrer que la fonction qui a x correspond cosinus x sur alpha moins 1 sur sinus x sur 2 est prolongeable en une fonction de classe C1 sur l'intervalle fermé 0 pi tout entier. Donc ici, on aura l'occasion aussi de faire un petit rappel sur les développements limités, sur les équivalents de certaines fonctions qui sont ici, bien sûr, la fonction cosinus et sinus au voisinage de 0. Voilà. Donc, on va montrer que la fonction qui a, je l'ai nommé psi, la fonction psi qui a x correspond cosinus x sur alpha moins 1 sur sinus x sur 2 est prolongeable en une fonction de classe C1 sur l'intervalle fermé 0 pi. Bon, sur 0 pi, la fonction est de classe C1, donc pas de problème, parce que ici, le problème que nous avons, c'est au voisinage de 0. Donc, la fonction sur 0 pi ouvert en 0 est une fonction qui est, bien sûr, le rapport de fonction de classe C infini sur l'intervalle 0 pi, donc il est en particulier de classe C1 sur l'intervalle 0 pi ouvert en 0. Donc, le problème, c'est seulement en 0. Donc, maintenant, on va essayer de calculer la limite de la fonction psi lorsque x tend vers 0. On sait que cosinus de x est équivalent au voisinage de 0 à 1 moins x carré sur 2. Donc, si je remplace x par x sur alpha, on sait que cosinus x sur alpha, elle est équivalente au voisinage de 0 à 1 moins x carré sur 2 alpha carré. Parce que la fonction cosinus, elle est équivalente en 0 à 1 moins x carré sur 2. Donc, si je remplace x par x sur alpha, donc j'aurai ce résultat. Et la fonction sinus x sur 2 est équivalente au voisinage de 0 à x sur 2. Et bien sûr, pour les équivalents, je peux faire le rapport et je peux faire la multiplication, mais je ne peux pas faire la somme, ça, ou la différence. Ça, c'est juste un rappel. Donc, psi de x, elle est équivalente à moins x carré sur 2 alpha carré sur x sur 2. Et bien sûr, cette fonction, lorsque x tend vers 0, elle va tendre vers 0. Donc, la limite de psi de x lorsque x tend vers 0 est égale à 0. Donc,
Donc, la fonction psi est prolongeable par continuité en 0. Et bien sûr, on va noter cette fonction prolongée, on va la noter psi tilde. Bon, étudions maintenant, bien sûr, la dérivabilité de la fonction psi tilde, qui est le prolongement de psi en 0. On va étudier sa dérivabilité en 0. Voilà. Donc, pour cela, il faut bien sûr déterminer la limite du taux psi de x moins psi de 0 sur x lorsque x tend vers 0. Donc, c'est la limite de cosinus x sur alpha moins 1 sur x sinus x sur 2. Psi de 0 était égal à 0. Hein? Donc, psi tilde de 0 en fait. Donc, ici, c'est psi tilde. Hein? Bon, c'est la même chose. Hein? Donc, limite de cosinus x sur alpha moins 1 sur x sinus x sur 2. On va calculer cette limite. Bon, comme avant, donc cosinus x sur alpha moins 1, elle est équivalente à moins x carré sur 2 alpha carré, au voisinage de 0 bien sûr. Et x sinus x sur 2, elle est équivalente à x carré sur 2. Donc, si je fais le rapport, on aura moins, le taux d'accroissement, il est équivalent à moins x carré sur 2 alpha carré sur x carré sur 2 et qui va tendre bien sûr vers moins 1 sur alpha carré. Donc, on a montré que la limite de psi de x, ou bien psi tilde de x moins psi tilde en 0 sur x, lorsque x tend vers 0, est égal à moins 1 sur alpha carré. Donc, psi prime de 0, psi prime tilde en 0, donc je peux la prolonger par dérivabilité en 0 par moins 1 sur alpha carré. Mais ceci n'est pas suffisant pour montrer que psi est de classe C1. Il faut calculer la dérivée et montrer que la limite de psi prime lorsque x tend vers 0 est égale à psi prime en 0. Donc c'est ça que nous allons maintenant faire. Donc sur l'intervalle 0π, comme on a dit, la fonction psi, ça c'est psi, la fonction psi elle est dérivable sur 0π, et nous allons, pour tout x appartenant à 0π ouvert, et nous allons calculer maintenant cette dérivée. Bon, cette dérivée, donc c'est facile à calculer. Donc c'est cosinus x sur alpha moins 1 prime sinus x sur 2 moins cosinus x sur alpha moins 1 sinus x sur 2 prime sur sinus x sur 2, le tout au carré. Bon, je rappelle, la fonction psi, c'était ça. Hein? C'était ça. Cosinus x sur alpha moins 1 sur sinus x sur 2. Donc ça, il faut la dériver. Donc ça, c'est un calcul. Donc, on va trouver psi prime en x égale moins 1 sur alpha, sinus x sur alpha sinus x sur 2, plus 1 demi fois 1 moins cosinus x sur alpha fois cosinus x sur 2 divisé par sinus carré x sur 2. Donc ici, on va faire un petit développement limité, par exemple, pour le produit sinus x sur alpha sinus x sur 2. Donc ça est directement équivalent à x carré est égal à x carré sur 2 alpha plus un petit taux de x carré, au voisinage de 0 bien sûr. Et pour 1 moins cosinus x sur alpha fois cosinus x sur 2, donc 1 moins cosinus x sur alpha, elle est égale à x carré sur 2 alpha carré, et cosinus x sur 2, elle est égale à 1 plus un petit taux de x. Donc si je multiplie tout ça, j'aurai x carré sur 2 alpha carré plus un petit taux de x carré. Vraiment, ça c'est tout, ça c'est très facile. Bien sûr, et on va continuer le calcul. Donc le calcul, donc je vais faire bien sûr tout ce calcul de développement limité. Donc on aura moins 1 sur alpha, et je remplace ici x carré sinus x sur alpha sinus x sur 2, on a dit que c'est x carré sur 2 alpha plus un petit taux de x carré, donc on va le multiplier par moins 1 sur alpha, plus 1 demi fois tout ça qui est remplacé par x carré sur 2 alpha carré plus un petit taux de x carré. Donc, on aura moins x carré sur 2 alpha carré plus x carré sur 4 alpha carré plus un petit taux de x carré. Donc, si je fais le calcul de ça, j'aurai moins x carré sur 4 alpha carré plus un petit taux de x carré. Et bien sûr, le dénominateur qui est sinus carré de x sur 2, bon, je rappelle ici, c'est le calcul de la dérivée. Donc, on a fait le développement limité du numérateur.
Maintenant, on va faire le développement limité du dénominateur. Donc, le dénominateur, c'est facile. Sinus carré x sur 2, il est égal à x carré sur 4 plus un petit taux de x carré. À l'ordre 2, bien sûr. Donc, et on aura psi prime en x, elle est égale, donc ça, je peux mettre taux de x carré, ça, taux de x carré. Lorsque x tend vers 0, elle est égale à moins 1 sur alpha carré. Voilà, donc le 4 et le 4 se simplifient, le x carré sur le x carré se simplifie, et on va rester moins 1 sur alpha carré. Et ça, c'est exactement le prolongement que nous avons trouvé en 0. Ça, c'est exactement psi prime en 0. Donc, psi est de classe C1 sur l'intervalle 0pi maintenant. Donc, on est arrivé à prolonger cette fonction par continuité, par dérivabilité sur tout l'intervalle 0pi. Donc, maintenant, psi tilde, c'est-à-dire le prolongement de psi, il est de classe C1 sur 0pi. Donc, maintenant, on a répondu à la question numéro 6. Donc, pour la question numéro 7, ça aussi, c'est un exercice, c'est un résultat classique. Certainement, vous savez bien le faire. Donc, si on a une fonction f de classe C1 sur un intervalle AB, en l'occurrence ici, c'est l'intervalle 0pi, continue de classe C1, une fonction de classe C1, sur un intervalle, c'est-à-dire sur un segment AB de R, la limite de l'intégrale de 0 à pi f de x sinus lambda de x dx lorsque lambda tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc ça, c'est le lemme de Riemann-Lebesgue. Donc ça, c'est bien connu. Donc on va faire ça. Donc l'idée, c'est de faire une intégration par partie. On a le droit de le faire. Et on va dériver f parce que f il est dérivable, etc. Donc on va faire une intégration par partie. Bon, on va poser u égale à f et v' égale à sinus lambda. V égale à sinus lambda de x. Et on va faire l'intégration par partie. Donc cette intégrale, c'est l'intégrale de 0 à pi de u v' dx qui est égal à moins f de x fois 1 sur lambda cosinus lambda x. Ça, c'est sur la primitive de v. 1 sur lambda cosinus lambda x entre 0 et pi plus 1 sur lambda, l'intégrale de 0 à pi de f' cosinus lambda x dx. Donc, on va calculer le crochet. Donc, c'est 1 sur lambda moins f de pi cosinus de lambda plus f de 0 plus 1 sur lambda, l'intégrale de 0 pi f' de x cosinus lambda x dx. Voilà. Donc, on va faire la limite de tout ça en plus l'infini. Donc, tout d'abord, nous allons majorer l'intégrale de 0 à pi de f de x sinus lambda de x dx. Elle est inférieure ou égale, donc ça c'est l'inégalité triangulaire. 1 sur lambda, puisque lambda est strictement positif, de la valeur absolue de moins f de pi cos lambda x plus f de 0, plus la valeur absolue de 1 sur lambda, l'intégrale de 0 pi de f' de x cosinus de lambda x dx. Donc ça, il est inférieur à 1 sur lambda. Voilà, ça c'est positif. 1 sur lambda, l'intégrale de 0 à pi, et je majore par la valeur absolue de f' de x fois valeur absolue de cosinus lambda x. Valeur absolue de cosinus de lambda de x, il est inférieur à 1, bien sûr. Et je vais majorer la valeur absolue de f' par son sup sur l'intervalle 0pi. Pourquoi? Parce que f', elle est continue. Donc f' il est continu sur le segment 0pi, donc il est borné sur le segment 0pi. Donc je vais la majorer par sa borne supérieure. Donc c'est le sup. Donc il est inférieur à ça. Donc qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste à faire tendre lambda vers plus l'infini. Donc tout ça, il va tendre vers 0. Et donc, bien sûr, d'après le théorème des encadrements, donc ça, il tend vers 0, donc, et ça est supérieur à 0, donc l'intégrale va tendre vers 0. Donc, on a répondu, bien sûr, à cette question. Donc, la limite de 0 pi f de x sinus lambda de x dx, lorsque lambda tend vers plus l'infini, est égal à 0. Donc, maintenant, nous allons passer à la question 8. Bon, la question 8, elle nous demande de calculer
de calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de alpha sinus pi sur alpha, la somme de k allant de 1 à 1 de moins 1 à la puissance k moins 1 sur alpha carré k carré moins 1, puis conclure. Bon, bien sûr, on va utiliser les résultats précédents. Bon, nous allons maintenant calculer la somme de k allant de 1. La somme de k allant de 1 à n de alpha sinus p alpha moins 1 à la puissance k moins 1 sur alpha carré k carré moins 1. Et bien sûr, d'après les résultats précédents, on a déjà ce calcul ici. On a déjà ce résultat ici. Donc, c'est d'après la question 4. On a déjà alpha sinus pi alpha moins 1 à la puissance k moins 1 sur alpha carré k moins 1, alpha carré k carré moins 1, il est égal à 0p cosinus x sur alpha moins 1 cosinus kx. Donc, on va faire la somme de tout ça et la somme de tout ça. Donc, c'est la somme de k allant de 1 à 1 de alpha sinus pi sur alpha moins 1 à la puissance k moins 1 sur alpha carré k moins 1, alpha carré k carré moins 1, qui est la somme de k allant de 1 à 1. Donc, j'ai remplacé ce résultat par ce résultat qui est cosinus x sur alpha moins 1 cosinus kx dx. Bon, et je continue les calculs. Donc, je fais entrer la somme à l'intérieur par linéarité de l'intégrale. Donc, c'est 0 pi. Donc, c'est l'intégrale de 0 à pi cosinus x sur alpha moins 1. Et la somme de cosinus kx dx, kx, k allant de 1 à n, parce que ça ne dépend pas de k, c'est x. Donc, c'est... Et j'ai utilisé le résultat précédent. La somme de k allant de 1 à n de cosinus kx, ce n'est autre que, d'après la formule qu'on a trouvée, donc la somme de k allant de 1 à n de cosinus kx, ce n'est autre que ça, moins 1 divisé par 2. Donc c'est exactement ça. Donc c'est sinus 2n plus 1 fois x sur 2 divisé par sinus x sur 2 moins 1. Voilà, et divisé par 2 fois 1 demi. Donc, ça, c'est ça. Donc, on va continuer. Donc, on va continuer les calculs et on va développer. Donc, c'est 1 demi l'intégrale de 0p cosinus x sur alpha moins 1 divisé par sinus x sur 2 fois sinus 2n plus 1 sur 2 fois x moins 1 demi l'intégrale de 0p cosinus x sur alpha moins 1 dx. Voilà. Donc, bien sûr, fois 1 demi. On continue les calculs. Donc, ça, c'est 1 demi 0 pi cosinus x sur alpha moins 1 sur sinus x sur 2, sinus 2n plus 1 x sur 2, moins 1 demi. Et j'ai calculé cette intégrale-là, qui est l'intégrale de 0 pi cosinus x sur alpha moins 1 dx. Donc, une primitive de cosinus x sur alpha moins 1, ce n'est moins x. Cosinus x sur alpha moins 1, une primitive, c'est alpha sinus x sur alpha moins x. Et donc, le crochet entre 0 pi, ce n'est autre que pi sur 2 moins alpha sur 2 sinus pi sur alpha. Donc, ça, c'est facile à le calculer parce qu'en 0, c'est 0. Et ça, c'est déjà fait. Donc, maintenant, on va tendre n vers l'infini parce qu'on n'a pas encore tendre n vers l'infini. Donc, la limite, lorsque n tend vers l'infini de tout ça, elle est indépendante de n, ça reste. Et ça, il faut se rappeler des résultats de la question précédente. On a la fonction qui à x fait correspondre cosinus x sur alpha moins 1 sur sinus x sur 2 est une fonction de classe C1 sur l'intervalle 0 pi. Donc, on va la noter par exemple f. Sinus 2n plus 1 x sur 2. Donc, ça, le lambda, il va jouer le rôle de lambda, c'est 2n plus 1 sur 2 qui tend vers l'infini. Donc, lorsque n tend vers l'infini, donc d'après la question 7, tout ça, il va tendre vers 0. C'est d'après le lemme de Riemann-Lebesgue. Ça va tendre vers 0. Et elle va rester pi sur 2 moins alpha sur 2 sinus pi sur alpha. Donc, en fin de compte, la limite demandée, elle tend vers pi sur 2 moins alpha sur 2 sinus pi sur alpha. Voilà. Donc, c'est ça le résultat. Donc, maintenant, si on s'amuse bien sûr à continuer les calculs, donc on va continuer les calculs, mais ici cette fois, ici, donc on aura la limite lorsque n tend vers l'infini
la limite lorsque n tend vers l'infini, de k allant de 1 à n, de moins 1 à la puissance k moins 1 sur alpha carré, k carré moins 1. Donc, je vais diviser par alpha sinus pi sur alpha. Ce n'est autre que pi sur 2 alpha sinus pi sur alpha moins 1 demi. Voilà. Et si, ça c'est la limite de ça, et je vais multiplier par 2. Donc on aura la limite, on aura la limite de 1 plus 2 fois la somme de moins 1 à la puissance k moins 1 sur alpha carré k carré moins 1 plus 1 bien sûr, est égal à 1 plus pi sur alpha sinus pi sur alpha moins 1. Moins 1 et 1 s'en va, et il va rester pi sur alpha sinus pi sur alpha. Et on sait par définition, c'est-à-dire que pi sur alpha sinus pi sur alpha, c'est donc la limite de ça, de 1 plus 2, somme de k à 1 lorsque n tend vers l'infini, qui est égal bien sûr à phi de alpha plus 1 sur alpha, phi de alpha moins 1 d'après la question précédente, qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t alpha. Donc, finalement, on a montré que l'intégrale de 0 à plus l'infini de dt sur 1 plus t alpha, lorsque alpha est supérieur strictement à 1, ce n'est autre que la valeur, une belle formule, pi sur alpha sinus pi sur alpha. Donc, et ce qui termine, bien sûr, la correction de ce problème. Donc, comme j'ai dit l'autre fois, qui est analogue au problème précédent, mais la démarche calculatoire, elle est un peu différente. Donc, ici, c'est comme si on a utilisé le développement en série, je ne sais pas, en série numérique, donc c'est-à-dire de 1 sur 1 plus tx. Donc, c'est ça l'objectif. Hein. Donc c'était ça la base de calcul de cette intégrale. Mais c'était un exercice très intéressant. Je vous conseille de le refaire tout seul. Et sur ce, on remercie le site de Christopher Berthold qui nous a donné l'occasion de faire une deuxième correction de l'exercice qu'on a fait avec une approche différente. Donc sur ce, je vous remercie de votre attention et vos remarques et vos suggestions seront les bienvenues. Et essayez de partager avec vos amis cet exercice. Et sur ce, je vous dis bonne révision et au revoir.